Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Adapsia et Movadom et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation à cette conférence dont la thématique aujourd'hui est axée juridique, puisque Marie-Hélène, qui est avocate au barreau de Paris, va nous parler du rôle de la personne de confiance. Donc, moi, je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir et répondre à vos questions et essayer de résoudre les problèmes techniques. Donc, si vous nous regardez en replay, je vous invite à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour pouvoir participer avec nous en direct et avoir la chance de pouvoir poser vos questions à nos différents intervenants à la fin de cette visioconférence qui ne sera pas donc, ces questions-réponses ne seront pas enregistrées et ne sont pas disponibles sur le replay. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en direct, ça fait un petit bonus. Et puis donc comme je vous disais, vous pourrez retrouver cette vidéo donc, sur YouTube. Donc si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et puis à mettre un petit pouce si vous avez aimé pardon, cette vidéo. Marie-Hélène, je vais vous mettre en évidence pour tout le monde et puis je vais arrêter les petites diapos et puis on vous écoute sur le rôle très important de la personne de confiance. C'est à vous. Bon, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, oui, nous allons parler aujourd'hui de la personne de confiance. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance et moi, je vous dirais, on peut dire aussi, elle le doit. J'espère que vous allez tous bien, mais comme vous le savez, on peut avoir à ces périodes de tempête un arbre qui vous tombe sur la tête, une inondation qui vous emporte. Et malheureusement, si on n'est pas en état de répondre par soi-même au sauveteur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire à votre place. Je plaisante. J'espère que tout le monde va bien et n'est pas en risque de ce que je cite. J'exagère beaucoup. Mais voilà pourquoi on le doit. Parce qu'on n'est pas à la merci d'un AVC, quel que soit son âge, d'un accident automobile ou de vélo, comme il m'est arrivé, etc. Donc, aujourd'hui, on va se demander qui est la personne de confiance, comment elle est désignée et quelle est sa mission. La personne de confiance, sa référence est dans deux codes. Le code de la santé publique, mais elle joue son rôle aussi dans le code de l'aide sociale et de la famille. Alors, nous allons voir pourquoi. Donc, dans le code de la santé publique, je ne vais pas vous assommer des textes, mais tout de même, les textes du code de la santé publique, je les aime beaucoup parce qu'ils sont extrêmement précis, extrêmement intéressants, mais en plus, ils sont pratiqués par les médecins en général, la plupart du temps, et on a besoin de les connaître. Donc, la personne de confiance intervient pour que le patient, alors on ne parle plus de patient, mais la personne malade, puisse recevoir une information. C'est l'article L1111-2 du Code de la santé publique. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Alors on va s'arrêter là parce que bon, après il y a tout un tas de précisions qui sont données. Mais on peut aller jusqu'au paragraphe 3. L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du Code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension. Mais ça vise les personnes protégées. Or, là, tout le monde n'est pas protégé au moment où il doit recevoir une information médicale. Et cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Alors, ce texte ne fait pas référence expressément à la présence de la personne de confiance. Mais nous verrons quel est son rôle dans sa définition. Le Code de la santé publique, ensuite, dans son article L1111-4, prévoit que toute personne prend,
avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions. Donc là, nous sommes passés du stade de l'information au stade de la décision concernant sa santé. Donc, toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment par un accompagnement palliatif. Vous voyez qu'au niveau de la prise de décision, ça devient extrêmement important. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Donc vous voyez, la personne, elle a un rôle actif après avoir reçu l'information de la prise de décision, et c'est sa collaboration exclusive avec le médecin. Et c'est là qu'intervient la personne de confiance, parce que l'article L 1111-4, au niveau de la décision, prévoit expressément l'intervention de la personne de confiance sous la forme suivante: lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, alors sauf urgence ou impossibilité. S'il y a de l'urgence, le médecin soigne, prend les décisions. Si il n'y a personne autour et la personne est injoignable ou son entourage est injoignable, le médecin décide. Ça, le médecin, il doit intervenir. Mais sinon, si on connaît une personne de confiance, elle doit intervenir. Donc, lorsque la personne est en état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sans que la personne de confiance prévue à l'article L 1111-6 ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Et vous voyez qu'on met la personne de confiance en numéro 1. Pourquoi pas la famille? Parce qu'on ne demande pas à des enfants, par exemple. C'est extrêmement douloureux de participer à des décisions concernant leurs parents, pour l'arrêt des soins, pour les investigations. Donc, le Code de la santé publique est bien fait. On prévoit une personne neutre. Alors, ça peut être un enfant, mais ce n'est pas obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que c'est quelquefois assez délicat. Donc, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir réalisé la procédure collégiale. Donc là, ce n'est pas le médecin tout seul qui décide, c'est l'ensemble de l'équipe thérapeutique. Voilà. Et là, on applique ce qu'on appelle les directives anticipées, nous y reviendrons, ou à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L 1111-6, ou à défaut, la famille et les proches aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Donc, vous voyez là encore que la personne de confiance, au niveau de la prise de décision, intervient. Si la personne est sous protection, il faut qu'il y ait la désignation d'un tuteur à la personne. Si c'est un tuteur en général, ça ne peut pas fonctionner. Les magistrats maintenant font la différence entre tuteur à la personne et tuteur au bien, sinon on ne peut pas appliquer le Code de la santé publique. Si la personne est protégée, c'est le tuteur à la personne qui intervient et qui, comme la personne de confiance, ne voit qu'une simple assistance. Ce n'est que si la personne est dans le coma ou incapable de prendre une décision médicalement constatée, donc au fur et à mesure des décisions, là, elle peut être représentée. Voilà. Donc, l'urgence impose au médecin d'agir en fonction des données de la science et par un soin proportionné à l'état. Et pour la personne sous tutelle, à la personne capable d'exprimer sa volonté, le tuteur n'a de pouvoir que d'assistance. Il ne prend pas les décisions à la place de la personne, sauf si réellement elle est absolument incapable, de façon médicalement constatée, d'intervenir et de faire part de son sentiment. Car on demande au médecin, dans la prise de décision, de faire collaborer son patient. Donc, si le patient ne dit pas expressément non, ça veut dire oui.
Et ça, c'est aussi extrêmement important parce que les médecins savent bien faire ça, convaincre la personne de ce qu'elle doit être soignée. Il n'y a que des cas très très particuliers, mais qui ne sont pas en général liés à la fin de vie, où la personne peut refuser des soins. On est en train d'en discuter, on y reviendra. Donc, si la personne refuse un traitement ou si le traitement ne sera pas efficace, il faut quand même savoir que depuis Hippocrate, le serment du médecin, lui interdit l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire que on ne peut pas faire des soins comme ça pour le plaisir de faire des soins. Moi, j'ai un de mes clients qui a fait signer à sa mère de 93 ans, qui est grabataire, qui est en hôpital, on refuse le retour à domicile, qui est très mal accompagné, qui est hyper angoissé. Il lui a fait signer un document comme quoi elle voulait être ranimée, elle voulait être, avoir l'assistance respiratoire, elle voulait avoir la dialyse, elle voulait tous les soins. Elle le désigne comme personne de confiance. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, les souffrances que vous risquez imposer à votre mère. Parce que les soins palliatifs, c'est l'article L 1111-5-3 du Code de la santé publique. Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Parce que nous savons maintenant, avec le débat sur l'accompagnement à mourir en fin de vie, l'accompagnement de la fin de vie, alors ce n'est pas un droit, hein, c'est une aide active. On sait très bien que les gens, ils ont peur de souffrir, ils ont peur d'être mal soignés, et pardonnez-moi, mais ils ont raison, parce que je crois qu'il n'y a que 20% des départements français qui ont des soins palliatifs, et on prend toujours la référence d'un endroit à Paris qui s'appelle Jeanne Garnier, où on a un accompagnement merveilleux de la fin de vie, que ce soit sur le plan personnel, que sur le plan de l'absence de souffrance, etc. L'arrêt du traitement, on met des produits qui de toute façon endorment les organes, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, à condition que ça puisse être pratiqué, et cela c'est un vrai sujet. Donc les soins palliatifs doivent soulager la souffrance, et la souffrance en toutes circonstances doit être prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. On ordonne des organes. Et alors, moi, je disais à un médecin gériatre, je lui dis, mais attendez, on laisse les gens mourir de soif et mourir de faim. Il me dit oui, parce que si on les hydrate, on va retarder l'effet des médicaments qui endorment les organes, puisqu'on va redonner de l'énergie à la personne. Et donc, on veille à ce qu'elle ne souffre pas de faim ni de soif dans les produits que l'on injecte, que l'on met. Donc, vous voyez, c'est un peu contre-productif tout ça. Je vois Pascal qui fait drôle de tête. Mais c'est logique, si vous voulez. Et puis, ça dure... bon, moi, j'en discutais au moment de la loi, la première loi Leonetti avec Madame Fekete, qui est une gériatre, qui est une pédiatre, pardon. C'est elle qui sépare alors, qui traite les bébés in utero, vous voyez. Et elle me disait, vous savez, un bébé, c'est extrêmement long à mourir quand on arrête les soins. En revanche, une personne déjà usée, qui a déjà le cœur malade, qui a déjà... c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc il n'y a pas de... voilà, il faut quand même voir que les soins palliatifs, c'est quelque chose qui est important parce que ça justifie aussi un accompagnement de la personne
sur le plan personnel. Et là, pour l'entrée en soins palliatifs, le tuteur à la personne n'intervient plus. Le code civil, le code de la santé publique, pardon, fait référence à la personne de confiance, mais pas au tuteur à la personne. Parce que si c'est un tiers, il n'intervient plus. Donc, si vous voulez, comme à Jeanne Garnier, par exemple, vous avez des équipes de bénévoles qui sont là. Et hier soir, il y avait Marie de Henzel à la Grande Librairie. Vous savez, c'est la psychiatre qui a travaillé beaucoup sur la fin de vie, qui dit que quand on tient la main des gens, ils meurent sereinement. Donc, le problème, c'est voilà, c'est la présence du tiers, la présence de la famille, la présence de la personne de confiance. On n'est plus là avec un étranger qui ne peut plus le faire. Et il y a des bénévoles dans les grands centres de soins palliatifs qui sont formés pour cet accompagnement psychologique qui fait que la personne décédera sereinement sans demander une aide active à mourir qui n'est pas faite pour elle, en fait, en fin de vie. Donc, toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d'être prise en charge à domicile lorsque son état le permet. Le code de la santé publique prévoit que sur décision de la personne ou décision de ses proches, de ses aidants, elle peut être renvoyée à domicile. Nul n'est contraint de mourir à l'hôpital. Voilà. Alors, c'est peut-être plus commode, en effet, mais on doit avoir aussi la possibilité de soins palliatifs à domicile. Donc, vous voyez l'importance de la personne de confiance dans le code de la santé publique et notamment en fin de vie. Alors, qui est-elle? C'est l'article L 1111-6 du code de la santé publique. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, et moi je vous dis doit, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Vous voyez, donc la personne de confiance est renvoyée à la réception d'informations. Elle rend compte de la volonté de la personne, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage, et cette décision est faite par écrit et co-signée par la personne décidée. Elle est révisée et révocable à tout moment. Donc, on avait voulu, pour des raisons de commodité, élargir à toute personne qui s'intéresse, comme en matière de tutelle ou de curatelle. Puis finalement, les magistrats se sont opposés parce que ça élargit trop, et notamment aux prédateurs qui tournent autour de la personne et qui a l'envie qu'elle meure le plus vite possible. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. J'ai discuté avec beaucoup de gériatres à ce propos et ils disent que la personne qui commence une maladie d'Alzheimer, par exemple, elle dit moi tout va bien, si elle est prof de maths, elle répond très très bien aux questions du MMS ou aux évaluations en matière médicale. Ma mère, par exemple, répondait très bien aux questions concernant l'horloge, parce que, excusez mon téléphone, mais bon, je ne sais pas comment couper le son, peut-être que quelqu'un va répondre. Elle répondait très bien aux questions concernant l'horloge, parce que tous les soirs, pour ne pas être dérangée par la sonnerie de son téléphone, de son horloge, elle coupait, elle arrêtait le balancier, et puis le lendemain matin, elle le remettait en route à la même heure, à 10 heures, voilà, pour ne pas être dérangée par les minuit, les 11 heures, etc. Donc, elle réussissait parfaitement le test du MMS concernant l'horloge. C'est pas pour ça qu'elle n'avait pas de troubles cognitifs, vous voyez. Donc, la personne, elle peut tromper son monde. Et là, les gériatres, ils aiment bien avoir l'accompagnant qui est interrogé et qui, lui, sera plus précis dans les difficultés qui peuvent se... Puis, alors, il y a des problèmes aussi, quelquefois, psychiatriques, où là, on est dans le déni de la question. Donc, cet accompagnement est extrêmement important. Il faut savoir qu'en cas d'hospitalisation, la désignation d'une personne de confiance, c'est-à-dire la personne à prévenir en cas de difficulté, qui est considérée comme la personne de confiance, c'est la même chose dans les EHPAD ou dans les autres établissements. La personne de confiance, elle est désignée uniquement pour le séjour à l'hôpital, ce qui est un petit peu dommage, mais en fait, quand elle est désignée pour l'accompagnement à l'hôpital, en fait, ça suit après la sortie. Voilà, donc cette personne de confiance,
est-ce qu'elle va faire double emploi avec le tuteur à la personne? Pas vraiment. Parce que quand le tuteur à la personne est désigné, est un mandataire judiciaire professionnel, très souvent dans les EHPAD, comme il n'a pas le temps d'aller accompagner la personne, il délègue à l'aidant, à l'ex-aidant, le rôle de personne de confiance pour aller suivre comment ça se passe à l'hôpital ou à l'EHPAD. Il va intervenir, mais sur signalement de l'aidant ex-personne de confiance. Donc la personne de confiance, elle est maintenue. Et le juge peut la maintenir, même pour une personne sous tutelle, peut la maintenir ou même en faire désigner une pour une personne sous tutelle. Alors, comment la choisit-on? Eh bien, on la choisit par écrit, hein, c'est mieux. Alors, un écrit, pour être connu, il faut qu'on l'ait sur soi dans son portefeuille, comme avec sa décision de prélèvement d'organes, par exemple, ou dans son portefeuille. On la remet à son médecin traitant. Et évidemment, on la remet à la personne choisie qui pourra voilà, présenter le document en cas de besoin. Alors, ce doit être une personne proche, un parent, un conjoint, un compagnon, une compagne, le médecin traitant. Elle devra tout de même être disponible parce qu'il faut qu'elle puisse intervenir en cas d'urgence, en cas d'hospitalisation, intervenir. La difficulté, si vous voulez, c'est que on n'est pas toujours proche, aidant proche de la personne concernée, mais ça peut se faire quand même, à distance, parce qu'on peut prendre contact avec le médecin, on peut prendre contact avec l'hôpital, et après avoir des informations téléphoniques pour assurer le suivi. Donc, elle pourra recevoir l'information et collaborer à la prise de décision. Voilà. Alors, pour les personnes isolées, je pense qu'il serait bon d'avoir des bénévoles d'associations. Mais bien entendu, le mandataire pourra jouer le rôle de personne de confiance puisque désigné comme tuteur à la personne. Alors, quel est son rôle? Elle accompagne pour les soins médicaux, elle peut y participer. Elle aide à prendre les décisions, elle sollicite un autre diagnostic si nécessaire. Mais il faut rappeler que c'est le médecin ou l'équipe pluridisciplinaire qui prennent les décisions. Elle ne donne qu'un avis. Et ça, c'était extrêmement important. Donc, elle dit ce qu'aurait souhaité la personne si elle n'est plus capable de donner son avis. Alors, son autorisation formelle n'est donnée que pour la recherche biomédicale qui fait référence à des règles de consentement très particuliers. C'est le seul cas de représentation, à condition que la loi sur les recherches biomédicales, évidemment, soit respectée. Alors, quelles sont les limites de son intervention? Elle n'a qu'un rôle d'assistance, comme je viens de vous le dire. Elle ne peut pas prendre des décisions à la place de la personne. Elle donne un avis sur ce qu'aurait voulu la personne de confiance. Il faut le consentement, il faut que ça soit écrit dans la désignation de personne de confiance pour qu'elle ait la copie du dossier médical. C'est-à-dire que les comptes rendus d'hospitalisation, par exemple, doivent avoir été autorisés et certaines informations peuvent rester confidentielles si la personne l'exige. Elle a la même place à peu près dans le Code de l'action sociale et des familles, c'est l'article L311-5-1. Lors de toute prise en charge dans un établissement, un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L811-6 du Code de la santé publique. Vous voyez, on renvoie vers le Code de la santé publique. Elle est consultée si la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. C'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, on l'a déjà parlé, je crois, il y a dans le contrat de séjour, il y a une annexe où il sera défini ce que la personne pourra faire, comment la personne pourra être prise en charge, non seulement sur le plan médical, mais aussi sur le plan de l'organisation de sa vie quotidienne en établissement. Et là, la personne de confiance doit participer, signer avec la personne l'annexe du contrat de séjour.
Voilà, donc on en a parlé et je vais passer vraiment sur cette chose très désagréable qui est essentielle en fin de vie. Mais ça vaut la peine d'en parler autour de soi, dans sa famille, parce que la personne de confiance, elle a un rôle extrêmement important, car elle détient les directives anticipées. Elle est un témoin et son témoignage prévaut sur la vie de tous les autres proches. Alors, sur les directives anticipées, vous avez deux modèles, santé.gouv.fr n'est pas terrible. En revanche, le modèle de la Haute Autorité de Santé, qui est www.has-santé.fr, vous avez un formulaire de directives anticipées qui est beaucoup plus intelligent que celui qu'on trouve sur servicepublic.fr. Pascal, vous avez pu le noter et le faire écrire pour tout le Je vais le monde. mettre dans la barre de conversation. Voilà, has-santé.fr. Voilà. Donc, c'est l'article L1111-11 du Code de la santé publique. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Elles expriment les directives anticipées, elles expriment ces directives anticipées, la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou de refus de traitement ou d'actes médicaux. Alors, c'est assez compliqué de rédiger ces directives anticipées. Moi, je vous avoue que moi, je n'y arrive pas. Parce que là, on ne sait pas. On ne sait pas comment on sera blessé, on sera dans le coma, etc. Donc, j'ai participé à un débat où il y a eu une étude universitaire sur la pratique des directives anticipées par les médecins. Et ça permet de s'opposer à l'obstination déraisonnable, mais bon, c'est la loi, mais enfin, ça vaut peut-être mieux, ce qui va s'en dire va peut-être mieux en le disant. Il est recommandé, d'après cette étude, de donner plutôt des informations sur la qualité de vie que l'on souhaite. Parce que le soin relève, comme je vous l'ai dit, du médecin, voire même de l'équipe pluridisciplinaire. En revanche, sur le fait que bon, moi, je fais mettre, par exemple, pour les personnes âgées, je me réfère, je refuse d'être réanimée, par exemple, mais je me rapporte aux décisions de l'équipe pluridisciplinaire. Voilà. Parce que, c'est l'équipe. Mais je vois Pascal qui hoche la tête, c'est pas mal, sauf qu'à condition qu'elle existe, Pascal. Et c'est là le vrai sujet. Ça sert très bien de faire des lois, mais elles ne sont pas appliquées. C'est vraiment notre problème en France que ça ne sert à rien de faire des lois si elles ne sont pas appliquées. Donc notre combat, c'est d'une part, on va y revenir, que les directives anticipées soient publiées et connues, et surtout qu'il y ait des gens pour les appliquer. On est à la recherche du bien-être de la personne. Et donc, en amont, avec sa personne susceptible d'être personne de confiance, il faut réfléchir avec les proches pour savoir à quelles conditions on pourra continuer les soins et quelle sera leur influence sur la qualité de vie. Moi, par exemple, si je me vois aveugle, je dis que je peux y arriver. Si je me vois en fauteuil roulant ou avec une paralysie absolue et rester voilà, sans pouvoir sortir, sans pouvoir avoir mes activités intellectuelles, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc, si vous voulez, il faut en discuter avec ses proches et avec sa personne de confiance pour voir quelles seraient la qualité de vie que l'on veut maintenir. Voilà. Donc, et en plus, il ne faut pas, parce qu'on a des problèmes avec le Canada, par exemple, où les personnes seules, nécessiteuses, eh bien, on les invite à ne pas être un poids ni pour leurs proches, ni pour la société. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet.
Et pour y réfléchir, je vous dis, j'ai regardé hier soir la grande librairie sur la 5, il y a du replay, il y a un podcast où il y a François Sureau, qui est le grand penseur de la liberté juridique, qui dit que l'État n'a pas à se mêler de ça. Hein. Il y avait un représentant de l'association pour mourir dans la dignité et il y avait Marie de Henzel. C'est très intéressant pour réfléchir un petit peu à la question et vraiment, il faut essayer de voir un petit peu ce qu'on peut. Refuser d'être un poids n'est pas plus pertinent que de risquer le choix des enfants qui sont dans le déni de la fin de vie de leurs parents. Moi, il y a des enfants, comme je vous le disais tout à l'heure, qui veulent absolument parce qu'ils ne veulent pas quitter leurs parents, que leurs parents vivent dans des conditions qui ne sont pas dignes. Alors, elles ne sont pas dignes parce qu'on n'a pas les moyens de leur donner une fin de vie digne, mais il faut être réaliste. Hein. Donc, voilà. Donc, alors, on m'a signalé aussi que les établissements exigent de recevoir des directives anticipées car leur présence dans leur dossier leur donne des points dans leur classement de qualité. Ce qui est... Alors, on ne peut pas obliger les gens à faire des directives anticipées. En revanche, nommer une personne de confiance qui pourra dire ce qu'aurait été la volonté de la personne et participer et donner son avis au médecin, c'est important. Alors, il est trop tard pour en décider quand on entre en EHPAD. Il faut y penser bien avant. Et puis, ça fait des conversations qui peuvent être joyeuses avec les proches finalement, à dire comment, bah oui, moi je voudrais participer à mes obsèques, etc. J'ai travaillé aussi sur la fin de vie avec un représentant de la ville de Paris, des pompes funèbres, qui disait que quand on organise trop ses funérailles, on ne permet pas aux enfants, par exemple, de collaborer aux funérailles pour faire leur deuil. Et donc, voilà. Donc, il y a toute cette marge de manœuvre qui n'est pas la même si on a des enfants présents et bienveillants ou si on a des enfants dont on ne veut pas qu'ils soient dans votre fin de vie ou si on est seul et où voilà, on doit tout organiser parce qu'il n'y aura personne d'autre pour le faire. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important, finalement, d'avoir cette désignation de personne de confiance qui détiendra, et c'est là, moi, l'élément essentiel, qui détiendra les directives anticipées. Alors, pour en terminer, il faut qu'elles soient connues. Et le grand thème, moi, mon grand travail cette année, c'est de dire qu'une volonté qui n'est pas exprimée ne sera pas respectée. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le gouvernement va peut-être finir de créer le répertoire des mandats de protection futurs signés pour qu'ils soient connus. Donc, je vous préconise de prévoir votre mandat de protection future auquel vous annexerez la désignation de personne de confiance qui détiendra vos directives anticipées. Ce sont deux actes séparés qui n'ont pas à être communiqués. Le banquier n'a pas à connaître les directives anticipées, etc. Mais il faut que l'un fasse référence à l'autre. Et comme les mandats de protection future vont sans doute enfin faire l'objet d'un répertoire où ils seront connus et publiés parce que les magistrats en ont besoin, parce que les policiers en ont besoin, parce que les avocats en ont besoin, parce que les notaires en ont besoin, ce répertoire, le gouvernement va peut-être finalement pouvoir l'organiser. Donc ce répertoire, il va exister. Donc rédigez vos mandats de protection future et annexez votre décision de personne de confiance qui détiendra vos directives anticipées. Voilà, maintenant je peux répondre aux questions qui seront peut-être précises pour préciser un petit peu. J'essaie d'être concrète, mais bon, c'est un sujet qui n'est pas si désagréable que ça, finalement. On peut quand même. Et ça mérite, hein, parce qu'on souffre tellement quelquefois à l'hôpital de l'acharnement et de l'incompréhension que ça permet d'avoir quelqu'un qui vous aide. Vous avez parlé du répertoire. On a une question. Est-ce qu'il existe ce répertoire?
Bah, pas du tout, non, justement. Non? Alors, je Ouais. j'explique le répertoire. Parce que là, vous savez que je suis conseillère juridique de la Fédération internationale des associations de personnes âgées, qui, avec monsieur et madame B, ont saisi le Conseil d'État pour faire prendre par le gouvernement le décret qui organise le répertoire où sera la publication des mandats de protection future signés et ensuite mis en œuvre, activés, parce que comme il est futur, quand ils sont signés, ils sont suspendus. Hein, après, ils sont activés. Et donc, ce décret a été prévu par l'article 477-1 du Code civil, par la loi du 28 décembre 2015, et n'a toujours pas été pris. C'est pourquoi nous avons fait un recours devant le Conseil d'État pour faire injonction au gouvernement de prendre ce décret. Et par une décision du Conseil d'État du 27 septembre 2023, il a été donné 6 mois au gouvernement de publier ce décret. Et le gouvernement, avec une légèreté blâmable, a répondu « Oh ben écoutez, on n'a pas le temps, on n'a pas d'argent pour le faire, et puis il faudrait un véhicule législatif pour le faire. » Alors pour un décret, un véhicule législatif qui existe déjà, vous voyez, parce qu'on appliquait la loi, bon, à tel point que la conseillère a pris des conclusions, la conseillère du Conseil d'État a pris des conclusions en disant, qui s'intitulait « Sera, ne vois-tu rien venir ?» Vous savez, et qui disait quand même, depuis 2015, le gouvernement a eu le temps. Si bien que le Conseil d'État, le 28 septembre 2023, a fait injonction au gouvernement de prévoir son décret dans un délai de 6 mois. Donc, il vient d'expirer hier. Et toujours rien. Si, ça vient. Ça vient. Il vient d'expirer hier. Et entre-temps, le gouvernement avait prévu, sous peine, et alors, à défaut sous peine d'astreinte, de 200 € par jour de retard, qui est une, voilà, voilà. Et donc, il se trouve que dans la loi Bien vieillir qu'on discute actuellement, les sénateurs ont fait une espèce de mixture absolument épouvantable et ont constaté que cette loi abrogeait l'article 477-1. Donc le gouvernement, comme ça, il n'y avait plus de loi qui ordonnait la publication, l'organisation d'un répertoire, donc l'arrêt du Conseil d'État tombait à l'eau. Et puis finalement, il y a eu un tel tollé de la part des sénateurs, etc., qu'il y a un mois, le barreau, les juridictions ont reçu un projet de décret qui prévoit le rétablissement de la loi, dans la loi de l'article 477-1 et le décret qui applique ce texte. Donc, Sœur Anne, je pense que nous allons pouvoir voir venir ce décret, soit en 2026, soit en 2025. Mais attention, hier, la FIAPA et les époux B ont demandé au Conseil, ont déclenché, puisque le décret n'a pas été publié dans les 6 mois de la décision du Conseil d'État, a déclenché auprès du Conseil d'État l'astreinte. Donc, nous allons voir venir. Mais non, il va exister ce répertoire. Voilà. D'accord. Pour les mandats de protection future, c'est un vrai sujet, mais pour les déclarations de personnes de confiance, on peut l'avoir sur soi. Alors aussi, on m'a dit qu'on pouvait le mettre sur le site Amélie. Oui. Vous savez, voilà. Alors attention, hein, moi j'attire votre attention qu'on ne renouvelle pas sa carte vitale et on ne répond pas. Vous savez que les sites Amélie ont été piratés. On va sur le site, on ne répond pas aux textos qui vous demandent de payer pour votre carte vitale. On n'a jamais payé pour avoir une carte vitale. Hein. On va sur le site. On ne clique pas. Ça c'est général pour tous les sites institutionnels ou même les banques. On va on ne sur clique le pas site. sur les liens. On ne clique pas sur les liens. On va sur le site en direct. Et le site qui vous demande d'ailleurs 1000 problèmes de connexion.
Voilà, alors Amélie, mon espace santé, oui, effectivement. Voilà, c'est Donc sur mon espace santé, ouais. on peut le publier là. Oui, enfin oui, excusez-moi, moi je parle d'Amélie parce que c'est plus commode, mais voilà. Donc on peut le publier là, mais aussi il faut l'avoir sur soi. Enfin voilà, c'est plus facile pour les directives anticipées. Enfin sur la Alors, désignation de la personne de confiance. justement, on a une visioconférence sur mon espace santé très prochainement et donc on en parlera un petit peu plus. Tac, 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 je suis en train de chercher quand est-ce que c'est, je ne le retrouve pas. Mais c'est très bientôt, il me semble. On a une autre question. Alors, s- vu certaines personnes qui ont un âge assez avancé, et que ça peut être difficile d'avoir une personne de confiance si on n'a pas de famille ou si on a des proches qui sont dans le même âge que nous, ou se faire un mandat de protection future. Alors, la désignation de la personne de confiance et le mandat de protection future, c'est pas tout à fait la même chose. Sur la personne de confiance, ça peut être le médecin traitant qui peut être personne de confiance. Parce que c'est vrai que le médecin traitant, c'est le coordonnateur en fait hein, de tous les intervenants, spécialistes, etc. Donc, alors, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il va le faire? Oui, c'est parce que est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Est-ce Non, mais qu'ils je accepteront? sais, bon, moi je sais que j'avais un mari médecin généraliste à l'ancienne, il faisait tout ça, il assistait aux interventions chirurgicales, on faisait des dîners où il expliquait, on était invité à des dîners où il expliquait ce qui allait se passer à l'épouse, à tout le monde, et où je participais aussi, enfin vous voyez, bon, euh, voilà, c'était à l'ancienne. Et puis c'était à une époque où ils existaient. Mais ça peut être l'infirmier, ça peut être le kiné, ça peut être... voilà, on a des kinés, par exemple, qui viennent assez régulièrement et qui sont très proches de la personne, moi, qui interviennent et qui me disent, par exemple, si l'auxiliaire de vie abuse financièrement de... Vous voyez, peut y avoir des auxiliaires de vie. Moi, je pense qu'il faut se tourner vers les associations, qui peuvent donner des bénévoles. Moi, je me souviens d'un de mes clients où on s'est retrouvé à 3 à ses obsèques, moi, son avocate, la personne qui servait d'intermédiaire entre son tuteur et lui, qui allait chercher ses vêtements à son domicile, qui s'occupait de lui. Et alors souvent, c'est une gardienne, c'est un ami de cœur. Et puis, il y avait aussi la fille de son ami de cœur qui était, voilà. Et on s'est tous retrouvés en disant, on avait peur qu'il soit tout seul à ses obsèques, et du coup, on s'est retrouvés à 3. Voilà. Bon. Euh, et elle disait, c'est rare quand. Mais il y avait cette personne. Vous avez les équipes Saint-Vincent, vous avez beaucoup de personnes. Et dans les services de soins palliatifs, il y a des personnes. Donc, si vous voulez, voilà. Et puis, on peut les avoir sur soi, sur les directives anticipées, on peut les avoir sur soi. Mais c'est vrai que la personne qui fait le lien entre les personnes. Alors, et les personnes et les services de soins ou les établissements, c'est assez compliqué. Dans le mandat de protection future, nous recommandons que ça soit fait par un professionnel du droit, c'est-à-dire par un notaire ou par un avocat. Les avocats font des actes d'avocat et nous, ils sont enregistrés dans nos services, chez les notaires, mais nous aussi, nous avons un service d'enregistrement de nos actes. Alors déjà, vous voyez, ça fait un tiers qui intervient et qui... Et quand, dans les mandats de protection future, c'est des personnes qui ou ne font pas confiance à leurs enfants ou n'ont pas de proches suffisants, nous faisons nommer un mandataire professionnel, un MJPM de notre connaissance que nous présentons aux personnes. Voilà. Alors, moi, le répertoire va prévoir que le mandat de protection future va être enregistré par le mandant. Mais les professionnels, vraiment, un mandat de protection future donne des pouvoirs tellement importants aux personnes que vraiment, allez voir, ça ne coûte pas des fortunes, vont aller voir un notaire ou un avocat qui fera un bilan de votre situation familiale, etc. et vous aidera, parce que c'est vrai que c'est le plus difficile à choisir la personne qui sera mandataire et éventuellement votre personne de confiance. Parce que le mandat sous protection future sur un coin de table
ne protège pas du prédateur qui va voler votre argent parce qu'il aura le code de la carte bleue. Ça, c'est un vrai sujet. On a eu une personne très âgée, aveugle, grande résistante, journaliste, qui est allée surtout, qui dit, moi j'ai toujours été une résistante, une combattante. Elle s'est fait voler 150 000 € par la personne à qui elle faisait confiance. Elle n'a plus les moyens de vivre et elle a dû voilà, se faire protéger alors que elle avait toute sa tête, mais elle était aveugle et elle faisait confiance à une personne qui a abusé de sa confiance. Donc, il y a un contrôleur du mandat dans les mandats de protection future qui vérifie que le mandat est bien exécuté au profit de la personne et qui signale. Le problème, si vous voulez, c'est que le mandat, ce que j'appelle sur un coin de table, sur modèle CERFA, qui n'est pas fait par un professionnel, bon, c'est comme les modèles de désignation de personnes de confiance et de directives anticipées, c'est pas du tout satisfaisant. Ça ne permet pas de donner des pouvoirs sérieux et légitimes à un tiers. Donc, on le déconseille fortement parce que c'est la porte ouverte, comme je vous disais, à tous les prédateurs. Et malheureusement, quand on est, quoi qu'on arrive, moi j'ai une personne là où il y avait un non-lieu à protection, parce qu'elle a toute sa tête, et malgré tout, elle a eu le coucou dans le nid, l'ouvrier qui a rénové son appartement, hein, qu'elle a vendu à un prix beaucoup plus cher grâce à la rénovation, quand elle a acheté une autre maison, a fait une SCI avec, où il était à 50% à son profit. Donc, on a fait désigner la mandataire alors qu'on avait un non-lieu à protection pour agir à sa place, pour la protéger du prédateur qu'on a fait expulser de la maison. Donc, heureusement qu'elle était protégée, vous voyez, alors qu'elle avait toute sa tête. Et on a maintenu avec son accord la protection alors qu'il y avait un certificat de non-lieu. Vous voyez, c'est... Voilà, donc un professionnel du droit, un avocat, etc., doit absolument intervenir, ne serait-ce que pour éviter ce genre de difficultés. Vous nous avez parlé d'associations pour trouver. Vous avez des exemples? Bah oui, il y a les fondations Alzheimer, etc. Enfin, et puis alors, on est en train de créer avec des universités des professionnels qualifiés pour recueillir le consentement. C'est des amis à moi du barreau qui a créé une association pour le recueil du consentement du mineur. Vous savez que le mineur peut donner son avis sur toute procédure qui le concerne, y compris dans le divorce de ses parents. Alors, il ne décide pas s'il doit vivre avec papa ou maman, hein, mais il donne son avis, à partir du moment où il a une faculté de discernement. On s'est aperçu que les juges aux affaires familiales étaient très mauvais pour entendre les enfants qui doivent demander à être entendus. Donc, ces personnes ont créé un diplôme universitaire d'auditeur d'enfants. Et moi, évidemment, j'ai sauté sur, j'ai pris contact avec elle, avec les gériatres, et nous avons un médecin expert sur Paris qui forme les médecins à l'écoute bienveillante dans le soin. Donc, techniquement, nous sommes en train de créer un statut d'auditeur de personnes adultes, de personnes majeures, parce qu'évidemment, on n'entend pas les personnes âgées comme on entend les bébés hein, ou les enfants de 3 ans, donc, même de 15 ans. Donc, voilà. Donc, on est en train, parce ces formations existent, donc nous sommes en train de fédérer avec les universités la question de cette question de créer ces auditeurs. Donc, il y aura si vous voulez, il y aura un annuaire des personnes à
Alors, moi, j'ai des personnes seules, par exemple, qui avaient un avocat pour leurs affaires, pour gérer leurs biens, pour les contentieux locatifs, par exemple, et où on devient ami au bout d'un certain temps, et où cet avocat a accepté d'être personne de confiance pour s'occuper de son ami. Voilà. On a beaucoup de personnes aussi qui ont oui, Madame Bonin, qui sont des amis de cœur, qui sont voilà, des personnes qui se connaissent. Alors évidemment, elles sont du même âge, mais quelquefois, elles ont des enfants. Et on a la posture du filleul, c'est-à-dire du fils de la meilleure amie, qui est très proche de la personne seule, qui n'a pas d'enfant et qui est considérée comme son fils. Et c'est comme ça qu'on peut désigner cette personne qui peut accepter de l'être. On peut désigner une auxiliaire de vie. Moi, j'ai une personne là qui est tellement proche de ma cliente qui ne peut pas parler, qui lui sert d'interprète. Et on tient absolument à ce qu'elle soit maintenue, même si elle est salariée, auprès de cette personne, avec la tutrice qui gère le patrimoine, qui gère les affaires, mais elle sert d'interprète pour les médecins. Bon, celle-là, elle est personne de confiance. Très bien. Effectivement, donc on a quelqu'un qui nous dit il faut adresser ces directives anticipées ou désignations de personnes de confiance à Fichier national des directives anticipées, 50 rue de Chabrol, 75 010 Paris, ou à da@admd.net, et le document fera l'objet d'un traitement informatique et pourra être retrouvé par Voilà, la oui. suite. Oui. On va clôturer cette visioconférence. Donc, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur la petite diapositive, ou alors vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la barre de conversation. C'est important pour nous que vous fassiez un retour sur ce questionnaire pour que nous puissions faire un retour à nos financeurs sur votre satisfaction. Et puis également, vous avez des petits champs libres où vous pouvez mettre des commentaires. Et puis, vous pouvez aussi nous dire quel sujet vous souhaiteriez que l'on aborde dans nos prochaines visioconférences. Oui, et moi aussi, ça m'intéresse si je peux reprendre la parole. Merci à tous de votre écoute et de votre confiance. Mais moi aussi, ça m'intéresse d'avoir des retours pour savoir si je peux Je vous améliorer transmettrai tout la ça. présentation Il n'y a pas de et les souci. choses. Sur, Merci. sur cette diapo, vous avez le lien vers notre chaîne YouTube. Alors, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous cherchez Movadom et vous pouvez accéder à tous nos replays. Et puis, le lien pour vous inscrire à nos prochaines visios, donc c'est movadom.eventbrite.com, et toujours gratuitement sur notre site internet movadom.com. Vous pouvez télécharger le livre audio coécrit par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez sur le déménagement chez les seniors, et puis les nombreux podcasts de témoignages de personnes qui ont déménagé, d'aidants, et puis de personnes qui ont aménagé leur logement pour pouvoir rester plus longtemps chez eux. Donc tout ça, c'est gratuit sur le site de movadom.com. Et puis avant de clôturer et de revenir à vos questions en off, si vous avez la moindre question ou commentaire, vous nous envoyez un petit mail à contact@movadom.com, et je remercie encore une fois la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine et la CNSA, et bien évidemment, je remercie beaucoup Marie-Hélène Isern-Réal pour son intervention. Merci Marie-Hélène, à très bientôt.